Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. C'est une émission spéciale aujourd'hui, émission avec Éric Danon, qui était notre invité lors d'une rencontre à Bordeaux, au centre communautaire. Bonjour, donc merci pour votre présence, merci aux organisateurs. Je salue les auditeurs et les fidèles de Mosaïque qui vont suivre cette rencontre également en différé. Alors, il se passe toujours quelque chose au Proche-Orient. Certes, mais il faut bien dire que aujourd'hui, il faut bien reconnaître que la situation est particulièrement mouvante et riche en surprises comme celle que nous a réservée cette semaine le président américain et son plan pour faire de Gaza une riviera nouvelle et paradisiaque apparemment. Le moment tombe à pic donc pour entendre la parole qualifiée, la parole claire, qu'on apprécie beaucoup, précise, synthétique en même temps, de notre invité aujourd'hui, Éric Danon. Je vous demande de prendre le micro. Bonjour Éric Danon. Bonjour à tous. Diplomate, donc, alors on l'a rappelé tout à l'heure, hein, ambassadeur de France en Israël pendant près de 3 ans, donc août 2019 jusqu'à juillet 2023, ça fait effectivement 4 ans. Cela fait un peu plus d'un an et demi, hein, que vous avez quitté votre poste, votre bureau de Tel Aviv. Et depuis, depuis ce moment-là, depuis juillet 23, que d'événements se sont produits, évidemment, ce 7 octobre, le choc du 7 octobre, et puis cette période qu'il a ouverte et qui est encore grosse de changements pour Israël, pour la région et pour le monde. On va faire donc un point aujourd'hui, si vous voulez bien, complet sur cette situation, mais peut-être un mot d'abord, Éric Danon, sur vous-même et la question qu'on peut vous poser. Israël, vous n'en avez pas la nostalgie aujourd'hui. On est à Bordeaux, bon, certes, très agréablement accueilli. Oui. Comment est-ce que vous avez cette perception de votre passage? Bonjour à tous. Non, c'est vrai que le 7 octobre, j'ai regretté de ne pas être là-bas. J'avais quitté mon poste depuis 2 mois et demi et tout le monde m'a dit ah ben, t'as de la chance, t'es parti juste avant. Et je ne comprenais pas cette phrase parce que je pensais que ma place était aussi là-bas. Et j'y suis retourné plusieurs fois à titre privé. Et il y a toujours effectivement cet attachement qui s'est fait pendant 4 ans et qui est peut-être d'autant plus fort que je vois beaucoup là-bas de souffrance. Et parfois je me dis, au fond, je suis peut-être plus utile à Paris, à travailler sur la question et à argumenter en faveur d'Israël depuis Paris, c'est-à-dire sans contrainte professionnelle liée au statut de diplomate. C'est peut-être mieux d'être ici et de travailler sur cette question sans arrêt. Mais j'ai vraiment regretté et de ne pas être là-bas le 7 octobre. Après, pendant des semaines, j'ai essayé de soutenir tous les amis qui m'appelaient, qui nous appelaient, je dirais, mon épouse et moi-même. Et puis voilà, la vie est ainsi faite que chacun, à sa place, essaye de faire quelque chose. Et j'ai essayé depuis de faire quelque chose parce que quand je suis parti d'Israël, je ne comptais absolument pas continuer à travailler cette question comme ça au quotidien. Comme souvent, les ambassadeurs qui partent à la retraite, j'avais envie d'écrire un livre sur le sujet. Et du coup, je ne l'ai pas écrit, mais je pense avoir été plus utile à faire ce que je fais depuis que d'écrire un énième bouquin sur le Proche-Orient. Quand même, est-ce que vous imaginez parfois que vous auriez pu jouer un rôle en étant présent là-bas en matière d'influence sur la position française, par exemple, Éric Danon? Oui, parce que quand on est ambassadeur, on ne fait pas la politique. La politique, elle est décidée par Paris. Mais il y a une manière de la présenter et de la mettre en œuvre d'un côté, et puis d'informer Paris de ce qui se passe, qui est évidemment fondamental. Je pense que j'aurais fait les choses différemment à partir de mon expérience, justement, des 4 années que je venais d'y passer. Comment vous jugez la position française pendant cette période?
maintenant, ou la période, c'est les 4 ans? Non, maintenant. Maintenant. Elle est, je dirais, quasi illisible pour le commun des mortels. Le président a toujours voulu, d'ailleurs dans tous les conflits, essayer d'avoir une position qui, comme on dit, lui permet de parler avec tout le monde. Et en fait, c'est ça qui rend les choses illisibles, parce que dans une guerre, et il l'a fait par rapport à Russie-Ukraine, mais pas par rapport à Israël-Hamas, il faut être clair sur qui est l'ennemi pour la France, qui est le coupable, qui est la victime. Et c'est voilà, c'est quelque chose qui a oscillé. C'est-à-dire que au début, c'est-à-dire le 7 octobre, le président dit qu'il est clairement du côté d'Israël agressé. Puis 3 semaines plus tard, il va dire à la BBC que Israël tue trop de femmes et d'enfants. Donc déjà, on commence à plus voir ce qui se passe. Et puis, il y a plein d'événements qui se suivent, mais pour regarder les plus symboliques, il ne va pas aller à la manifestation à Paris contre l'antisémitisme, mais un mois après, il va organiser, seul dans le monde, la seule cérémonie en faveur des victimes en hommage national aux invalides, pour des invalides et tout. C'était très impressionnant, cette cérémonie. Et puis, il va, au moment où Israël est attaqué en réplique par l'Iran, 2 fois de suite, les 2 fois, les rafales français décollent de la base dite H5 en Jordanie, qui a un soutien. Mais après la première attaque, un mois après, il dit qu'il ne faut pas que les industries israéliennes soient présentes à Eurosatory. Alors au bout d'un moment, on ne comprend plus. Mais alors, évidemment, lui donne la logique de cela. Et c'est contre cette logique que je me suis permis d'intervenir quand il a dit pour Eurosatory et Euronaval, puisque nous voulons un cessez-le-feu à Gaza, il est logique de demander un embargo sur les armes d'Israël. J'ai dit publiquement que c'était pour moi une cohérence, certes, mais une cohérence d'ONG, une cohérence de tout petit pays. La cohérence géopolitique, elle n'est pas là. Elle est dans le fait que nous avons le même ennemi qu'Israël, qui est, disons, l'islamisme djihadiste, radical et violent, et qu'à partir de là, il faut soutenir Israël parce qu'il a le même ennemi, tout en critiquant, s'il le faut, la manière qu'a Israël de le faire. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais on ne dit pas, il ne faut pas qu'Israël n'ait plus d'armes. Donc là, il y a là, voilà, quelque chose qui a rendu la position difficile à lire. 2, 3 déterminants. À chaque fois que Israël est attaqué, le président est très clairement du côté d'Israël. Le problème, c'est quand Israël agit et, je dirais, en dehors de la réplique contre une attaque extérieure. Et là, on y comprend. Enfin, beaucoup n'y comprennent rien et je peux les comprendre. Il faut voir aussi. C'est classique. C'est classique, oui, mais il y a quand même, en Israël, si vous parlez avec le président Herzog ou avec Netanyahou, il y a cette certitude. Si on est attaqué, la France sera de notre côté. Oui, mais en attendant, quand vous n'êtes pas attaqué, il se passe quoi? Et c'est là que c'est problématique. Et je pense que c'est lié à une volonté du président de la République d'avoir une posture de médiateur et parfois de sauveur pour le Liban. Or, quand vous voulez être un sauveur, une chose indispensable est de désigner clairement le bourreau et la victime. Si vous oscillez pour savoir qui est le bourreau et qui est la victime, vous ne pouvez absolument pas vous positionner par rapport à cela. Déjà, je n'aime pas qu'on se positionne en sauveur, mais quand bien même ça pourrait être une politique, mais ça ne peut pas marcher si on ne désigne pas clairement les choses. Et la difficulté, c'est que, au fond, pour ne pas s'aliéner un certain nombre de choses ou des processus à venir, etc., il faut, le président ne désigne pas l'ennemi principal.
Alors évidemment, dans cette salle, il m'est un peu difficile de citer Carl Schmitt, qui est quand même le philosophe allemand qui a conseillé Hitler pendant des années. Mais dans Carl Schmitt, il y a une chose qui vaut de façon universelle. Est le chef celui qui sait désigner clairement l'ennemi. Et la désignation claire de l'ennemi fait de vous le chef. Ça marche dans les deux sens. On le voit par exemple avec Netanyahou. On peut critiquer Netanyahou, moi, à titre personnel, je n'aime pas beaucoup, mais peu importe. Mais une chose est sûre, avec une constance qu'on ne peut lui nier, ça fait 20 ans qu'il désigne l'Iran comme étant l'ennemi. Quoi qu'il arrive, c'est l'Iran. Alors même si c'est des bricoles, c'est la faute de l'Iran. Et il a cette capacité qui le fait chef, justement. La difficulté en France, c'est que personne n'arrive à désigner clairement l'ennemi. Et ça, c'est ça qui donne cette impression très bizarre. Alors maintenant, quand même, parce que, évidemment, il y a toujours une demande par rapport à ça d'un meilleur soutien vis-à-vis des Juifs. Mais regardez ce qui se passe avec Trump, c'est-à-dire un soutien total et inconditionnel à Israël. Est-ce que ça provoque dans le monde arabe et dans le reste du monde, plus ou moins d'antisémitisme que si on se place du côté de la réflexion? Je vois bien comment Trump séduit, évidemment, les communautés juives dans le monde. Enfin, nous avons un énorme soutien, donc c'est presque qu'il ne peut plus rien nous arriver maintenant qu'on a Trump avec nous en Israël. Oui, mais regardez le déclenchement de l'antisémitisme qui a commencé dès le 7 octobre et Trump n'était pas là, mais qui se renforce d'autant plus avec ce qu'il dit actuellement. Vous n'avez pas le temps de lire la presse arabe, fait partie de mon quotidien. Ce qui est en train de se déchaîner contre Israël, après l'histoire de mettre les Gazaouis ailleurs, de reconstruire Gaza comme la Riviera, ou, j'allais dire, même de prendre le contrôle de la bande de Gaza, c'est par rapport aux Juifs, à l'antisémitisme, à Israël, une véritable horreur. Donc, on voit que c'est très ambigu, le soutien à Israël. C'est ni trop ni trop peu, pourrait-on dire. Et c'est un exercice impossible, en fait. Alors bon, vous savez, passé le sujet d'actualité qu'on va donc maintenant reprendre peut-être plus spécifiquement. Avant de vous entendre sur ce plan Gaza de Trump, je voudrais quand même qu'on fasse un gros plan parce qu'on ne peut pas s'abstraire des images qu'on a vues encore hier à la télévision de ces 3 nouveaux otages, de leur état physique, de la mise en scène organisée une nouvelle fois par leurs bourreaux. Et on est tous frappés par ces images de propagande qui sont faites évidemment apparemment pour montrer que les islamistes, le Hamas, tient encore le haut du pavé, on va dire à Gaza, mais indirectement, ça montre aussi ce qu'ils sont, leur nature cruelle, et ça ravive sans doute aussi en Israël le désir, le souhait d'en finir avec eux de manière définitive. Comment vous appréciez ces images et cette stratégie du Hamas, Éric Danon? D'abord, ces images, elles sont évidemment terribles parce qu'on y voit de la souffrance, une manière de traiter les gens, les prisonniers, cette foule déchaînée, ces types habillés dans leurs uniformes tout neufs, avec leurs 4x4 tout neufs, en train de faire de la mise en scène grotesque. Ça, déjà, en soi, c'est terrible. Après, il y a 2 éléments clés. Le premier, c'est la volonté d'humilier. Et alors on leur fait montrer une espèce de certificat de sortie d'école et on leur donne une espèce de doggy bag pour le voyage, etc. Tout ça est grotesque. Voilà. C'est une volonté d'humilier, mais à ce jeu-là, ils sont en train de perdre. Parce que pour parler beaucoup avec les Arabes, y compris les Palestiniens, l'humiliation, elle est pour les Arabes. Elle est pour les Arabes de voir qu'ils sont représentés par des types pareils. Et je peux vous dire qu'au Maroc, un peu en Algérie, j'ai moins de contacts depuis quelque temps, et en Tunisie, les gens disent, mais not in my name, comme on dit en anglais. Alors, il ne faut pas croire que tous les Arabes se réjouissent de cela.
il voit bien la limite de ce qui est en train de se passer, et il voit que le Hamas a militairement perdu et gagné sans doute en communication, au sens où il a contribué à faire chuter beaucoup l'image d'Israël dans le monde, mais il y a toujours un point limite à cela, et voir par exemple que l'Ayatollah Khamenei, il y a 2 jours, a dit aux représentants du Hamas qui étaient allés le voir en Iran, vous avez gagné, vous avez fait reculer Israël, et même vous avez fait reculer les États-Unis. On est dans une conception à la fois du combat, de la guerre et de la victoire, qui sont aux antipodes de ce que nous pensons. Et sur ce qu'on voit dans les images, c'est voilà, c'est toute une manière de penser le combat et la victoire. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils ont gagné? Je veux dire, ils se sont pris une ratatouille monumentale, le Hamas est détruit à 80% comme le Hezbollah, les principaux chefs sont morts, alors évidemment il y a des jeunes derrière leurs lunettes noires qui sont censés les remplacer, mais ils ont évidemment militairement perdu. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils ont gagné? Parce que vous êtes dans une culture radicalement différente, et dans le système arabo-musulman, pour les musulmans les plus radicaux, ils suivent le livre, c'est-à-dire que l'important c'est le combat, c'est-à-dire le djihad. C'est le fait de combattre, c'est pas le fait de gagner. C'est le fait de s'être lancé dans la bataille. Vous êtes toujours vainqueur quand vous vous lancez dans la bataille au nom de Dieu. Et donc, quoi qu'il arrive, ils diront qu'ils ont gagné. Et c'est un drame parce qu'on a l'impression qu'il y a une incompréhension radicale entre eux et nous sur le diagnostic même de ce qui s'est passé. Alors, évidemment, c'est encore plus vrai pour le grand djihad, c'est-à-dire l'effort sur soi-même pour devenir quelqu'un de bien, dans le sens du livre. Il y a aussi le petit djihad, qui est le fait de combattre sans cesse ceux qui s'opposent à l'islam, en terre d'islam pour eux. Et donc, pour eux, ils ont gagné. Et c'est vrai aussi, de façon générale, des groupes terroristes. À partir du moment où vous n'arrivez pas à éradiquer un groupe terroriste après ses actions terroristes, ce groupe considère toujours qu'il a gagné. Voilà, c'est la règle des groupes terroristes. Donc, Israël, devant l'opinion publique internationale, parce qu'il n'a pas éradiqué le terrorisme, celui-ci considère qu'il a gagné, fait passer en communication l'idée qu'il a gagné, et hop, ça veut dire qu'Israël a perdu. Israël n'a pas perdu dans cette affaire, c'est une question de représentation. Et joue dans cette représentation, évidemment, les images des otages. Un dernier mot là-dessus. Derrière ça, il y a la souffrance des otages, etc. Et dès qu'on dit c'est pas du combat et encore moins de la résistance que de prendre des gosses de 2 ans en otage, etc. Les idiots utiles de l'islamisme répliquent oui, mais regardez ce qui s'est passé à Gaza. Mais ça ne change pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que des gens sont entrés le 7 octobre et ont pris en otage et ont tué dans des conditions épouvantables des gens qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la politique, c'était même plutôt au niveau des kibboutz, des gens plutôt opposés à la politique de Netanyahou. Et donc, on peut dire du seul fait qu'ils étaient juifs. C'est un peu plus compliqué que ça. Ils étaient juifs, mais quand même en Israël, c'est-à-dire dans une démarche proche de Gaza, etc., qu'on aime ou pas cette démarche. Mais au bout du compte, évidemment, il n'y a aucune résistance dans ce qu'a fait le Hamas. Il y a eu un geste de terrorisme déclenché essentiellement pour couper la normalisation qui était en train de se faire entre le monde sunnite et Israël, on pourrait dire à l'époque entre l'Arabie saoudite et Israël, l'Iran qui voyait ce processus, qui le voit toujours d'un très mauvais œil, et ils se sont dit, voilà, on va tenter ça. Ils se sont retrouvés à tuer beaucoup plus de juifs qu'ils ne pensaient, parce qu'ils sont entrés un petit peu, ça c'est la faille de sécurité israélienne, ils ont tué beaucoup plus de juifs qu'ils pensaient qu'ils allaient faire.
Ils pensaient être tués bien avant d'être arrêtés comme ça, dans leur élan, pourrait-on dire. Et ils ont tué les gens qui étaient là parce qu'ils étaient juifs. Ce en quoi je maintiens que la démarche génocidaire, c'est-à-dire l'intention même de tuer des gens, un groupe de gens, pour ce qu'ils sont, plus encore que pour ce qu'ils font, mais d'abord pour ce qu'ils sont, c'est le vrai sens du génocide par rapport aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. Il n'y a, à mes yeux, de tentative génocidaire que de la part du Hamas. On le verra progressivement. Pour le moment, on est encore dans ce brouillard des passions, etc. Et je suis convaincu que dans l'histoire qui va s'écrire maintenant, d'abord, je suis convaincu que la Cour internationale de justice va déclarer qu'elle est compétente. Elle ne l'a pas encore dit. Elle était compétente, comme on dit, prima facie, c'est-à-dire comme un jugement en référé, sans dire qu'on est compétent sur le fond. Donc il va lui falloir à peu près 1 an et demi encore pour dire qu'elle est compétente sur le fond. Et après, elle aura, si elle se déclare compétente, encore à peu près entre 1 an et demi, 2 ans, pour dire ce qu'il en est de l'accusation de l'Afrique du Sud. Ma conviction, c'est qu'elle dira qu'il n'y a pas de génocide. Mais pour des raisons dont on pourra parler, qui relèvent de ce qu'est l'identité palestinienne, même si elle dit qu'il n'y a pas de génocide, certains continueront à dire qu'il y a eu génocide, parce que c'est indispensable pour leur combat politique. La phase 2 de l'accord de cessez-le-feu est en discussion. Je pense que ça ne va pas aboutir. C'est la question, pour quelle raison? Après, on est dans la boule de cristal, chacun peut estimer, puis il peut y avoir des événements, et puis Trump peut partir encore dans autre chose et tout, mais vous avez trop de gens qui ont envie que ça continue. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils ne sont pas arrivés au bout de leur propre logique. Netanyahou, il a besoin que ça continue pour garder sa coalition. Autrement, il y a une vraie remise en cause du gouvernement. Déjà, il y en a une là. Alors, et d'ailleurs, pour des raisons diamétralement opposées, pas rentrer dans les détails, Ben Gvir et Halevi, le chef d'état-major, démissionnent pour deux raisons opposées par rapport à la suite de la guerre. Bon, donc il a un problème par rapport à ça. Le problème, c'est que il n'a pas suffisamment, à ses propres yeux, détruit le Hamas. Alors, beaucoup de gens disent, mais si le Hamas est assez détruit, puisqu'il ne pourrait pas recommencer le 7 octobre. Oui, mais ce n'est pas suffisant pour beaucoup. Il faut aller encore plus loin que ça. Et puis, il y a, pendant ce temps-là, tout ce qui se passe à l'est du pays, en Cisjordanie ou en Judée-Samarie, comme vous voulez l'appeler, et qu'il souhaite voir continuer. Donc, et du côté du Hamas, alors là, le Hamas a dit non, mais nous, on veut arrêter. Ce qui est évidemment la preuve qu'il est vaincu militairement. Les types sont dans un tel état psychologique que s'ils n'étaient pas convaincus d'avoir perdu militairement, ils continueraient. Et d'ailleurs, les troupes fraîches, pourrait-on dire, c'est-à-dire les prisonniers qui sortent des prisons israéliennes, disent « mais nous, on va continuer ». Donc, il n'y a pas d'arrêt à ce stade. Donc, je pense que la phase 2, alors, vous savez, la phase 2, c'est les derniers otages plus les morts qui sont rendus d'un côté et le retrait complet des Israéliens de l'autre côté. Et donc, quelque part, la fin de cette phase du conflit, pas du conflit en général, ce serait trop beau, mais de cette phase du conflit. Alors, c'est là que je suis pessimiste, mais il y a toujours le paramètre Trump qui change tout. C'est-à-dire que Trump, il veut absolument avoir le prix Nobel de la paix parce que Obama l'a eu. Alors, une question d'ego. Donc, c'est pas du tout un belliciste, c'est un interventionniste tous azimuts, mais pas un belliciste. Et donc, il peut vouloir, lui, que la guerre s'arrête et quelque part imposer la fin de la guerre en trouvant
peut-être des solutions. Il faut bien voir que Netanyahou, qui est le plus extraordinaire animal politique d'Israël et peut-être du Proche-Orient, c'est quelqu'un qui comprend très profondément ce que sont les rapports de force, qui comprend très profondément la situation politique, mais qui n'a pas de solution politique. La constante de Netanyahou, c'est que tout le monde lui dit qu'il faut une solution politique et qu'il ne peut pas en présenter une. Et ça, c'est évidemment sa limite à lui. Si la guerre continue, il n'a pas à présenter de solution politique. Il a à continuer la guerre et pour le moment, il y excelle. Donc je pense qu'il y a trop de gens qui veulent que la guerre continue, même si entre Trump d'un côté et l'affaiblissement de tous les proxys iraniens, ou presque, sauf les Houthis au Yémen, évidemment, tout le monde est un peu fatigué de ce qui se passe actuellement. Revenons sur cette proposition donc, du président Trump, prendre le contrôle de Gaza, évacuer la population et puis reconstruire donc un endroit où, après on ne sait pas d'ailleurs qui pourra revenir habiter là-bas. Ça a surpris, ça a choqué, ça a déclenché une levée de bouclier internationale. Je veux dire que lors de la conférence de presse commune, c'était jeudi, je crois, à la Maison-Blanche, on a vu même Benjamin Netanyahou lui-même un peu surpris par ces annonces comme ça, en public. Apparemment, le gouvernement israélien veut y croire, c'est ce qu'on a l'impression dans ce qu'on entend. Est-ce qu'il faut prendre cette chose-là au sérieux, Éric Danon? Est-ce qu'il y a une possibilité que, après tout, cette idée soit réalisable? Non. Mais pour ça, il ne faut pas être surpris. Il faut regarder le fonctionnement de Donald Trump, tout simplement. Prenez les propositions de Donald Trump et attendez 15 jours pour les commenter. Et vous verrez que le bonhomme, il lance le bouchon le plus loin possible. Et son but n'est pas de faire quelque chose de réaliste, son but est de sidérer. C'est un mode, c'est dans son bouquin sur le deal, hein, l'art du deal. Il dit, il faut balancer une énormité et qui sidère l'autre, de telle façon qu'après, on peut commencer la négociation d'une meilleure façon. Et d'ailleurs, dans le business, toutes les grandes fortunes, c'est d'abord des grandes gueules qui sont capables d'assommer l'autre par leur réaction initiale ou leur action initiale, et puis après, on commence à négocier, mais dans une meilleure position. Donc moi, quand j'ai entendu ça, tout le téléphone se met à sonner rageusement. Attendez 15 jours, attendez un mois. Vous allez voir comment il va ramener le bouchon dans quelque chose de faisable. Parce que Trump, c'est une de ses grandes qualités, Dieu sait qu'il a des défauts, c'est qu'au bout du compte, il est très réaliste. C'est-à-dire qu'il prend les choses comme elles sont, il fait des deals, et un deal, c'est forcément quelque chose qu'on fait quand on est confronté à du réel. Et c'est ça qu'il va faire. Alors, quelle forme ça va prendre? On verra bien. Vous avez évidemment une question clé, c'est qui va gouverner Gaza? Et les États-Unis disent, nous allons prendre le contrôle de Gaza. Mais, je veux dire, quand vous voulez prendre le contrôle d'un territoire où vous avez 2 millions de personnes qui sont chauffées à blanc contre vous, vous avez intérêt à avoir une force armée ou une force de police. Et il dit, nous allons prendre le contrôle de Gaza, mais nous n'allons envoyer personne au sol. Et là, déjà, voilà. Il y a déjà là quelque chose, une contradiction interne à la proposition. Ça ne marche pas comme ça. Puis les gens, ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, je pense qu'il faut attendre un peu. Il a lancé ça. Alors, tout le monde attend un peu sidéré. Il y a des effets positifs. Moi, je vois énormément de gens dans la communauté juive qui disent, mais au fond, peut-être que c'est la bonne manière de faire. Voilà, donc why not, quoi, voilà. Et puis, évidemment, encore une fois, quand vous lisez les réactions du monde arabe, c'est à peu près ce qu'ils pouvaient faire de pire pour se mettre tous les Arabes sur le dos. Donc, c'est pas si simple. Même l'Arabie Saoudite
à reculer par rapport à la question de la normalisation en entendant un machin pareil. Donc voilà, c'est sa manière de faire. Il faut juste le prendre comme tel. Ça n'est pas ça qui arrivera. J'insiste quand même un peu, parce qu'on a vu le ministre de la Défense israélien, par exemple, avoir dit ouvert un bureau pour enregistrer les départs volontaires. Parce que dans cette affaire, il faut bien dire que tout ça se passe sans intervention, mais par le bon désir des Gazaouis qui voudraient avoir une vie meilleure ailleurs. Ah oui, moi j'ai des étudiants qui ont dit s'il y a la possibilité d'avoir des Palestiniens de Gaza, s'il y a la possibilité de faire quelque chose de positif, de sortir de cet enfer, etc., on va le faire. Oui, et les départs volontaires, mais encore faut-il qu'il y ait un pays d'accueil volontaire. Hein, pour le moment, évidemment, tous les pays arabes qui n'ont jamais eu envie que la guerre s'arrête, eh bien, ils continuent de, de dire non, non, il faut surtout pas que les Palestiniens sortent de cet enfer. Ils sont chez eux, et puis il faut qu'ils continuent à se battre. C'est facile quand on est loin de dire ça, parce que je pense que ceux qui vont vouloir partir même volontairement vont avoir beaucoup de mal à aller dans un pays arabe. Après, s'il y a d'autres pays dans le monde qui les accueillent, c'est une autre affaire, bien sûr. Trump-Netanyahou semble beaucoup s'apprécier. Est-ce que quel sentiment vous avez sur leur rapport personnel? C'est fait un peu d'ambiguïté ou d'arrière-pensée? Non, c'est pas encore ambigu, mais ça va le devenir. Parce que, d'abord, Trump 2, c'est pas comme Trump 1. D'accord? Il a une vision de la paix et de la guerre, des rapports de force différentes, et sa préoccupation, elle n'est pas là. Elle est vers la Chine, la Russie, etc. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, je pense qu'il risque de diverger sur le qu'est-ce qu'on fait vraiment concrètement. Et sous-entendu, c'est quoi la solution? Mais personne ne va travailler à dire ceci est la solution. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, ils seront dans des intérêts divergents, y compris Trump, par rapport à la question de la guerre. Parce que si la guerre ne s'arrête pas, si les troubles dans la région ne s'arrêtent pas, etc., il a un problème. Il vient d'ailleurs d'en poser un hier à Netanyahou, le thème « On n'a pas envie qu'Israël aille bombarder l'Iran ». Ah ben, il vient de fermer une option énorme, qui est une option militaire, parce qu'il sait bien que si Israël attaque l'Iran, ça veut dire que les États-Unis vont devoir être impliqués, et il ne veut pas s'impliquer. Et il le dit. Et attention à ces effets-là, c'est exactement comme quand Biden et les Européens ont dit qu'ils ne voulaient pas intervenir par eux-mêmes en Ukraine. Ça change la donne. Donc, ils livrent les bombes pour. Ah oui, oui, mais que ce soit Israël qui mène cette guerre, en tout cas la première attaque, oui, ça, sans doute, il pourrait le laisser faire. Mais le problème, c'est la réplique iranienne, c'est dans l'autre sens que ça compte. Parce que s'il y a réplique, vous êtes obligé de mettre les Américains, les Français et les Britanniques en dissuasion contre l'Iran. Exactement comme ça s'est passé avec les deux petites attaques iraniennes. Et donc, vous pouvez technologiquement aller taper l'Iran. C'est très compliqué, même pour Israël. C'est à peu près 3000 cibles en une semaine, c'est compliqué. Et essayer de détruire surtout les deux centres qui sont bien enterrés dans le sol, sous beaucoup de béton, que sont Natanz ces forts d'eau, là où on enrichit l'uranium. Bon, et le problème, quand bien même vous y arrivez, c'est la réplique. Et la réplique, elle relève d'une stratégie décrite depuis bien longtemps par Clausewitz, c'est-à-dire que vous avez un pays de 88 millions d'habitants, un pays de 9 millions d'habitants. Qu'est-ce que vous faites s'il y a une guerre longue? Celui de 88 millions d'habitants, en plus avec des gens qui savent se battre, qui l'ont montré et qui ont envie de se battre en réplique, ben, ça va être compliqué. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de réplique. Pour pas qu'il y ait de réplique, il faut qu'il y ait une dissuasion. C'est-à-dire que les États-Unis disent à l'Iran, vous avez été tapé, mais vous ne pouvez pas taper en retour parce que maintenant, c'est nous qui sommes en face. Donc, tout ça, ce sont des stratégies dans lesquelles, voilà, on n'est pas encore rentré. Et puis, il y a enfin, je termine pour l'Iran, cette question qui est difficile, je l'ai posée sans faire
name dropping il y a 2 jours Reza Pahlavi, le fils du Shah. J'ai dit, à votre avis, si Israël attaque l'Iran, mais seulement les installations nucléaires, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les jeunes Iraniens sont du côté d'Israël ou au contraire, dans une espèce de coup nationaliste, enfin de réflexe nationaliste, au contraire, ils vont être contre Israël? C'est pas facile de répondre. Et il a été assez évasif parce que vous pouvez penser, je connais beaucoup de gens à Jérusalem, au gouvernement, qui disent ça, l'Iran n'a jamais été aussi faible. Si on l'attaque, il va tomber comme un fruit mûr. Voilà. Et je leur dis toujours, attention, vous ne savez pas comment la population va réagir. C'est exactement ce qui s'est passé Russie-Ukraine. Vous avez Poutine qui pense que l'Ukraine est très affaiblie, corrompue, qu'elle a élu un clown à sa tête, que l'OTAN est en état de mort cérébrale et que jamais l'Union européenne ne paiera quoi que ce soit en termes de système militaire létaux. Bon, il attaque en disant c'est le bon moment, l'Ukraine va tomber dès que je vais l'attaquer. Bon, 500 000 morts après, il est obligé de réfléchir. Et donc, il faut faire attention quand on se lance dans la guerre, comme ça en disant à l'emporte-pièce, l'Iran est faible, donc on l'attaque, donc l'Iran va tomber. Oula, vous pouvez avoir exactement l'effet inverse. Donc attention à ça. On reviendra peut-être tout à l'heure sur cette question. On avance un peu et on continue comme ça de balayer le champ. Si on élargit le regard, on va peut-être parler de la Syrie. Ça a surpris aussi, ce changement de gouvernement en Syrie aussi rapide. Comment évolue ce nouveau régime, selon vous? Est-ce qu'il faut croire que la tenue de combat est oubliée complètement au profit de cette magnifique cravate que porte le nouveau dirigeant syrien? Non, il faut se féliciter, un, que Bachar soit tombé, deux, que le gouvernement, entre guillemets, actuel syrien semble donner des gages à la communauté internationale. Et en même temps, il faut être d'une vigilance absolue, parce que autrement, le risque que, vu le pédigré et le CV de tous ces bons hommes, ben, le risque qu'on ait un État islamique dans 2 ans est pas nul. Donc, il faut faire très attention, mais pour le moment, ils se conduisent bien, globalement, voilà, au regard de la communauté internationale. Donc, on les accompagne dans ce bien-là. Il faut le recevoir à Paris. Après, on peut faire de la symbolique de ce type. Je me méfie de ça. J'ai vécu Yeltsin et j'ai vécu Kadhafi à Paris. Donc, vous savez jamais. Mais en même temps, il faut donner des signes pour encourager à ce que ça aille dans le bon sens. Si vous faites rien, ils risquent de retomber très vite du mauvais côté de l'histoire. Mais si vous le faites, vous pouvez le faire si vous dites très clairement « je me méfie de tout et de tout le monde ». Parce que vous avez un passé à défaut d'avoir un avenir. Donc, il faut faire attention à ça. Le Liban, les Américains font pression apparemment pour que le cessez-le-feu tienne, qu'Israël évacue ses positions. Est-ce que de ce côté-là, la guerre est terminée provisoirement? Non, la guerre n'est pas terminée. Elle pourrait l'être le jour où il y a un début d'accord, non pas d'un cessez-le-feu temporaire, mais un peu plus que ça. Pour ça, un des éléments clés, c'est déjà que le Liban reconnaisse pleinement l'État d'Israël. Tant que ce n'est pas fait, vous allez faire un accord sur quoi? Entre un groupe terroriste et un État, etc. Non. Ce qui s'est passé, grâce à l'intervention d'Israël contre le Hezbollah, c'est que, enfin, on voit des éléments d'un État libanais structuré revenir, réémerger. Donc, enfin, un président libanais qui déteste Israël, en demeurant. C'est l'ancien président de la Cour internationale de justice qui a commencé à instruire le dossier Israël, et surtout, c'est l'ancien ambassadeur du Liban aux Nations Unies qui, pendant 4 ans de son mandat, a craché sur Israël tous les jours. Donc, ne vous attendez pas à une merveille de ce côté-là. Bon. Et maintenant, donc,
ce Premier ministre, ce nouveau Premier ministre libanais, bon, lui aussi, il a l'air de partir du bon côté de l'histoire. Est-ce qu'il se libère de la tutelle du Hezbollah Ah ben, ça c'est grâce à Israël. Je veux dire que entre l'opération des beepers, la mort de Nasrallah, la suite de la guerre, etc., et le montage de cet accord de cessez-le-feu, là aussi, évidemment, le Hezbollah a perdu. Alors, ils sont un peu moins sots que ceux du Hamas, donc ils ne crient pas on a gagné. Mais ils ne sont pas pour autant complètement détruits. Ils ont pris, évidemment, c'est un fusil à deux coups, ils ont pris le deuxième coup en Syrie, parce que la nouvelle équipe qui vient de prendre la Syrie, elle est contre le Hezbollah, iranienne. Donc, ils sont quand même très, très déstabilisés. Et c'est dans ce moment très particulier qu'il faut arriver à glisser une politique libanaise plus ou moins éloignée du Hezbollah. Mais il ne faut pas se tromper. Au Liban, les gens détestent le Hezbollah, mais ils détestent encore plus Israël. Donc, rien n'est gagné. L'Arabie saoudite, vous avez dit tout à l'heure que c'était du fait de cette perspective de rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite que le 7 octobre a en partie pas seulement ça, oui, c'est ça a joué. En tout cas, est-ce que un accord que l'Arabie saoudite va intégrer ces fameux accords d'Abraham prochainement, comme on a l'impression que ça peut se faire sous le mandat de Trump notamment? Ben, en tout cas, Mohammed Ben Salman, le prince héritier, il en a envie. Est-ce qu'il va y arriver? C'est pas évident. Il a quand même une opinion publique. Il y a beaucoup d'opposition à l'intérieur de sa propre famille. Et il a dit lui-même, il prend des risques. Je veux dire, évidemment, je ne le souhaite pas, mais s'il se fait assassiner demain, je serai surpris, mais pas étonné. Voilà. Il prend de vrais risques par rapport à cette affaire. Alors, il souhaite normaliser avec Israël, puisqu'il en voit le bénéfice direct, technologie, etc. Mais surtout, il a besoin d'une stabilité régionale pour mettre en œuvre, pour construire ses projets pharaoniques. Et en plus, je dirais, politiquement, il a envie d'être un élément clé du règlement de la question palestinienne. Donc, voilà, il y a une vraie envie. À cause de ce qui s'est fait à Gaza, alors qu'il n'était pas dans l'exigence d'avoir un État palestinien, mais seulement la certitude qu'on allait vers un État palestinien, là, il a dit, bloque un peu. Alors, à ce moment-là, c'est très classique en diplomatie, vous faites un coup de billard à une bande, puisque vous avez un obstacle devant vous, et la bande, c'est de faire un accord bilatéral de sécurité avec les États-Unis seuls. États-Unis, Arabie Saoudite. Premier temps, on stabilise un peu tout ça, il reçoit ce qu'il veut, termes militaires notamment, puis il y avait l'histoire de la centrale nucléaire, bon. Et après, vous faites l'accord soit à 3, soit à 2 directement. Donc, pour le moment, je vois plutôt, à moins que Trump, là encore, arrive à tordre le bras à tout le monde, en proposant quelque chose de cohérent pour MBS vis-à-vis des Palestiniens, je pense que la première étape, c'est l'accord de sécurité bilatéral entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Premier temps de quelque chose de plus vaste. Alors, une toute dernière question avant que je vous laisse la parole. Ce tandem, en élargissant un petit peu, hein, ce tandem Musk-Trump, Musk pour l'occasion, où est-ce qu'il nous mène? Le journaliste Yves Mamou écrivait récemment sur son blog que la politique de Trump, qui paraissait parfois extravagante, était tout à fait cohérente. Guerre contre le progressisme, guerre contre le sans-frontiérisme, avec à nouveau des frontières, reconquête donc nationale. Tout ça, c'est un programme qui est sous l'enseigne Make America Great Again, qui ne serait pas, selon lui, seulement un slogan, mais véritablement un programme politique. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est un vrai programme politique qui est basé sur la personnalité de Trump, le populisme, le fait de vouloir revenir à un certain nombre de valeurs d'avant le wokisme. Bon.
je pense, à titre personnel, que ce tandem-là est extrêmement dangereux. Alors évidemment, pour Israël, c'est pain béni. Je veux dire, jamais, ça a été dit, je veux dire, le pouvoir, c'est les nominations. Toutes les nominations de Trump, ce sont des gens qui sont pro-israéliens à fond. Et donc, pour Israël, tout ça est très bien. Mais imaginez un instant qu'au lieu de dire vive Israël et de taper sur les Mexicains, Trump avait fait le contraire, de taper sur Israël et de dire vive le Mexique. Qu'est-ce que vous auriez pensé de la méthode, de la manière de faire, etc. Vous auriez dit, c'est un nouveau fascisme qui vient. C'est-à-dire, on tape sur l'État profond, on dézingue toutes les élites qui ont fait leur parcours universitaire, on stigmatise une population et on essaie de lui enlever des droits, on tape sur la justice et on amnistie sans aucun problème 1500 bons hommes qui sont allés au Capitole, etc., etc. Vous auriez dit, c'est une horreur. On est souvent masqué, enfin, on est souvent perturbé par le fait que on a l'impression qu'avec cette énergie et cette manière de faire, Trump va peut-être arriver à trouver une nouvelle voie de sortie au Proche-Orient. C'est tout à fait possible. Mais en même temps, ce qu'il fait dans, dans le monde, par rapport au reste du monde et en interne, est pour moi extrêmement dangereux. Je dois dire que la fin de la régulation et du fact-checking sur les réseaux sociaux, sur la fin de l'USAID, donc l'aide au développement américaine, qui à mon avis reviendra, c'est excessif, mais quand même, et dire tout ça, la sortie de l'OMS, la sortie des accords, c'est une formidable régression dans la lutte contre le changement climatique, ce qu'est en train de faire Trump. Donc, j'ai toujours dit pour Trump 1, et je le redis pour Trump 2, je déteste tout ce que fait ce type, sauf les accords d'Abraham et la fin de l'UNRWA, des financements à l'UNRWA. Mais autrement, je mets en garde, il y a quand même une manière de faire les choses qui, par rapport à ce qu'on peut appeler nos valeurs, entre guillemets, surtout et y compris celle du judaïsme, est extrêmement dangereux dans la démarche de ces deux bons hommes. Malgré tout, est-ce que ce n'est pas aussi un changement d'époque? Parce qu'il n'y a pas que Trump, il y a aussi Millet, il y a aussi Poutine. Oui. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans d'autres relations internationales? Non, on est rentré. Ah non, là, on sort vraiment d'une époque qu'on pourrait appeler la mondialisation bisounours, c'est-à-dire celle où tout un système multilatéral essayait de faire en sorte que on se parlait, on négociait et on essayait de minimiser les tensions militaires, la guerre et la paix. Oui, on sort de cela et on est dans le retour des mâles alpha du troupeau dans les principaux pays. Et on est dans le retour de la frontière. Et on a tous vécu les 35 dernières années avec Médecins sans frontières, Architectes sans frontières, Machin chouette sans frontières. La frontière était devenue un obstacle à la mondialisation. Et donc, il fallait laisser circuler les hommes, les capitaux et les idées. Et là, c'est le contraire. On refait des murs, des barrages et des barbelés partout. Et je pense que il faut prendre l'époque comme elle est. Elle dit quelque chose, qu'avoir le débat sur la migration, bien entendu. C'est fini. Donc, c'est cette possibilité de circuler comme avant, je pense que ça va être voilà, un de ces grands retours de manivelle de l'histoire par rapport à la mondialisation. Mais c'est pas la peine de s'agiter contre ça, parce que c'est bien plus que Trump. C'est tout un ensemble qu'on pourrait appeler, d'un point de vue civilisationnel, attention aux grands mots, la lutte de l'Occident contre le Sud global. Et ça, c'est un vrai changement de valeur. C'est quoi le Sud global? Très vite. C'est des pays qui n'ont rien à voir entre eux, pas la même économie, pas la même histoire, pas la même sociologie, rien en commun, sauf une chose. Le refus de voir l'Occident continuer à écrire l'histoire. C'est ça. Ils veulent écrire l'histoire maintenant et ils se sentent assez forts pour cela. Pourquoi ils se sentent assez forts? Parce que la notion de mal absolu a changé dans les 20 dernières années. Le mal absolu, ça n'est plus la Shoah, qui ne protège plus les Juifs depuis longtemps, de l'antisémitisme. Le mal absolu, c'est même plus les deux guerres mondiales. Le mal absolu, c'est le colonialisme.
Et à cette aune-là, l'Occident est mal parti parce qu'il a fait une très grande partie de sa richesse sur 400-500 ans de colonialisme. Et donc, il est en première ligne. Et malheureusement, je dirais, pour Israël, le symbole de cette approche, c'est la figure du Palestinien, qui a complètement changé en 10 ans. Le Palestinien n'est plus quelqu'un qui se bat pour sa terre, son village, etc. Non, le Palestinien est devenu le symbole de la lutte contre la mondialisation vécue comme une occidentalisation du monde. Il n'a même plus de figure comme l'a été Arafat, parce que vous n'allez pas vous identifier à Mahmoud Abbas, quand vous êtes jeune. Non, c'est pire que ça. Le symbole de cette lutte est devenu le drapeau palestinien. Et lutter contre un symbole comme le drapeau palestinien, c'est très compliqué. En France, on vous le sert à toutes les sauces, donc dans les manifs pour la réforme des retraites, dans les stades de foot, ou comme filtrage des étudiants dans les amphis d'université. Mais dans chaque pays occidental, vous avez une utilisation du drapeau palestinien de cet ordre-là. Il va falloir se battre contre ça. Pour moi, c'est le vrai danger aujourd'hui, d'autant plus que, évidemment, c'est récupéré par les extrêmes gauches qui sont devenues, qui se sentent plus fortes de porter ce combat-là, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme souvent, et cette instrumentalisation politique du conflit, y compris dans un pays comme la France, est vraiment quelque chose qui me paraît très dangereux. C'est ce qui fait que je me suis remobilisé dans cette affaire, pourrait-on dire, c'est que le danger qui est derrière, encore une fois, cette lutte Occident contre Sud global, ce danger-là me paraît dramatique. Et l'Europe, dans tout cela, est particulièrement mal partie dans ce nouveau combat. L'Europe, elle n'a jamais eu cette capacité de puissance politique. Alors, je pourrais dire, sous forme de provocation, c'est une des bonnes choses que la guerre en Ukraine ou Trump ont pu révéler, c'est-à-dire c'est la faiblesse de la puissance européenne en tant qu'Europe. Bon, c'est un peu provocateur et facile de le dire comme ça, mais au bout du compte, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse dans le Proche-Orient? Elle donnera de l'argent, elle paiera pour reconstruire Gaza. Et elle ne pèsera pas plus que ça. Voilà, ça arrive. Merci beaucoup, Éric Danon. Merci de... Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.